Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toute l'actualité sportive. Thierry Simard, Pierre-Olivier Deschênes. Et écoutez, là on est mardi 24 février au moment où on enregistre. Ça fait 2 jours que les Jeux Olympiques se sont terminés. Et PO, je me trompe pas pour dire que ça fait encore mal. Oui, vraiment. J'étais sans mots quand c'est arrivé. Déjà que les filles avaient perdu, puis là, les gars ils ont perdu aussi les deux contre les États-Unis. Ça fait vraiment mal. Les deux en prolongation en plus, là, c'est rough. C'est très rough. Effectivement, donc justement, c'est ça, là. Je te dirais qu'on commence avec, pour parler par la fin, c'est-à-dire la dernière médaille que le Canada est allé rechercher à ces Jeux olympiques d'hiver, la médaille d'argent en hockey masculin. Victoire de 2-1 des États-Unis en prolongation. But victorieux marqué par Jack Hughes. Un match qui a été totalement dominé par le Canada. Sincèrement, les États-Unis ne touchaient pas à la rondelle de tout le match. Ils ont été profiteurs. Ils ont profité de leurs occasions. En tout cas, ils Mais ont profité. comme tu as dit, les États-Unis ont remporté, mais je voudrais te corriger. Connor Lebock a remporté la médaille Ouais, d'or. Connor n'a pas remporté la médaille d'or. Parce que le reste des Américains n'ont rien fait de tout le match. Surtout les frères Kachuk. Et ça, c'était Mais pour crazy. vrai, il était invisible. Eux, ben, ils servent à rien de base. Mais non, pour vrai, c'était Connor Lebock 2, Team Canada 1. Ce match-là, vraiment, il a volé le match des super grosses arrêts. Je me souviens notamment sur Devontae, comment Devontae avait été proche de marquer, arrêt du bâton. McKinnon qui rate des open nets, Aussi, Celebrini. c'est ça, en Euh, fin de match, Celebrini puis McDavid échappé, et que ça rentre pas des belles arrêts de Hellebuck, donc vraiment grosse performance de sa part. Puis sinon du côté du Canada, Bennington lui aussi a bien gaulé, ouais. surtout en prolongation, une grosse arrêt de la mitaine, mais ça a pas suffi Hellebuck vraiment. On le critiquait souvent, il était pas bon en playoff, il gagnait rien, mais là on pourra plus jamais rien dire sur lui. Il a probablement connu la meilleure game de sa carrière, il a fait 41 arrêts sur 42 tirs, puis c'est pas 41 tirs de Gallagher puis de joueurs de troisième trio, là, c'est McDavid, c'est Celebrini, McKinnon, Suzuki, genre ça finit plus les gros noms. Donc très très grosse performance de son côté. Là. Effectivement. Puis, pour parler de la prolongation, je ne sais pas si tu es d'accord pour dire que le fait que McKinnon et McDavid ont essayé d'y aller tout seuls au lieu de jouer un petit peu plus le jeu de l'équipe, est-ce que tu es d'accord sur le fait que ça aurait peut-être coûté le match au Canada aussi, que ça Euh, crée des revirements? J'ai pas aimé Euh, que McDavid, à deux occasions, il a essayé de faire un contre ouais, trois. On le sait qu'il est capable, mais en même temps, c'est pour la médaille d'or, là, tu prends pas de risque. Puis après ça, j'ai pas aimé sur le repli défensif. Makar a pas bien replié. McDavid moyen. McKinnon, il aurait pu prendre la rondelle, il l'a pas pris. Puis là, ça a fait que Jack Hughes était tout seul. Donc, tout là-dessus, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé notre gestion de rondelle en prolongation. Comme on le sait, en 3 contre 3 si toi tu te fais pogner l'autre bord, là, 3 contre 2 c'est une très très bonne chance de marquer, ou 2 contre un vraiment, c'est des bonnes chances de marquer. On le sait, ça peut tourner rapidement. Puis la grosse arrêt de Bennington, ça l'a sauvé McDavid une fois, mais après ça, ça n'a pas été capable de le sauver une deuxième fois. Mais s'il avait réussi à marquer, puisqu'il a quand même passé proche, on n'aurait pas dit la même chose, on aurait dit wow, quel sauveur. Donc là, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux un peu de monde qui critique McDavid, qui est pas capable de gagner. Que dans les matchs numéro 7 aussi, dans son match numéro 7 en finale, il n'y avait pas de points. Le match qui a été éliminé, il n'y avait pas de points. Mais je pense que le monde oublie qu'il n'y a même pas un an, c'est lui qui a marqué le but pour gagner le Four Nations. Puis effectivement. il a gagné MVP des Olympiques, il a gagné Conn Smythe dans une cause perdante. Donc le monde qui le critique, je trouve que c'est gratuit, ou soit il écoute pas tous les matchs, ou il Non. essaie juste de trouver un coupable. Effectivement. Puis Connor McDavid, justement, qui a fini avec, comme tu l'as dit, le titre de MVP du tournoi. Un des deux joueurs canadiens également qui a fait l'équipe étoile avec Macklin Celebrini, très impressionnant, le jeune de 19 ans. Les autres joueurs qui ont fait l'équipe, j'ai oublié déjà, Kyle McCarr aussi de Team Canada a fait l'équipe des étoiles. Sinon, Juraj Slavkovski qui a eu un gros tournoi pour la Slovaquie, malheureusement pour eux. Ils ont perdu par des gros scores leur match de Ouais. demi-finale et de finale de médaille de bronze, 6-2 et 6-1. Donc, malheureusement, une quatrième place pour Slavkovski. On se souvient lui qui avait gagné la médaille de bronze avec l'équipe slovaque il y a 4 ans à Beijing. Puis sinon, Quinn Hughes et Connor Lebock aussi qui ont été nommés du côté américain sur l'équipe étoile. Donc, une belle équipe étoile en tant que telle. Sinon, on n'a pas parlé des autres matchs que le Canada avait joué, des matchs éliminatoires contre la Tchéquie puis la Finlande. Puis à chaque fois, ça a été des matchs très, très serrés. Des matchs que le Canada a tirés de l'arrière. Mais justement, après, ils ont appris à jouer de l'arrière puis ont eu des moments clutch. Je parle notamment à Suzuki qui a égalé à 3 minutes de la fin dans le quart de finale. Contre la Tchéquie, plus le but en OT de Mitch Marner, des superbes buts. Puis aussi contre la Finlande, le but de Nathan McKinnon à 30 secondes de la fin. C'est aussi des buts très très clutch. Donc, tu sais, c'est pas que le Canada a manqué d'être clutch pendant le reste du tournoi, parce qu'ils l'ont été en quart et en demi-finale. Mais C'est juste que. on a joué avec le feu pareil. Là. On était Ouais. clutch, mais
commencer le match en demi-finale 2-0 contre la Finlande, là, c'est jouer Ouais. avec le feu. Oui, on parle du grand match grandiose contre les États-Unis, mais on a failli pas se rendre là. On a failli même pas se rendre dans les rondes des médailles. Puis pour vrai, contre la Tchéquie, je commençais à avoir des PTSD des 3 derniers mondiaux juniors. J'étais genre, Ouais. ain't no way qui vont aussi nous éliminer aux Olympiques. En même temps, faut parler de la controverse qu'il y a eu. Le but qu'ils ont marqué avec 6 joueurs, même qu'à un moment, il était à Ouais. 8 joueurs. Puis il y avait même 6 joueurs qui célébraient le but. Mais qu'est-ce Ouais. que je trouve fou, c'est pas juste que les arbitres l'ont pas vu, c'est que la Tchéquie et le Canada avaient pas l'air de l'avoir vu. Personne l'avait vu. Je l'avais pas plus vu avant les reprises. C'est vraiment incroyable comment ça a passé sous le radar. Mais il y a un truc que j'ai trouvé que c'était du gros rage bait. Le coach de la Tchéquie, après le match, il a dit on dirait qu'on jouait vraiment 6 contre 5 tout le temps du match, le Canada plus les arbitres. Puis quand il a dit 6 contre 5, j'ai fait c'est sûr qu'il rage bait. Là. Il a littéralement marqué avec 6 joueurs sur la Ouais. glace. Là. C'est du gros rage bait. Après ça, contre la Finlande, c'est Timo Silani qui s'est fâché. Il dit qu'on était contre les arbitres, puis la pénalité en fin de match n'aurait pas dû être appelée. Le bateau était directement en face, là, je sais pas quoi dire de plus. Sincèrement, je sais pas quoi dire de plus non plus. Là. Si c'était pas une pénalité, je sais pas ce que c'était. Mais ouais, effectivement, donc tu sais, ça peut être un tournoi tu sais, qui a été parfait pour l'équipe Canada à la fin, mais ils sont quand même passés très très proche de le gagner la médaille d'or. Puis c'est sûr que c'est décevant puis qu'on est encore en dépression, mais sinon, tu sais, ça a quand même été un bon tournoi. Puis je pense que ce retour des joueurs de la LNH lors des Jeux Olympiques, la première fois depuis Sochi il y a 12 ans, est rempli de succès en tant que tel. Je pense que je ne dis pas de dinguerie en disant ça. On va passer directement aussi au hockey féminin. Tu en as parlé, les Canadiennes qui ont perdu 2-1 en finale contre les Américaines. Je ne m'attendais pas à un match autant serré pour Non, moi vrai. non plus. À voir comment dans le tournoi préliminaire, les Américaines avaient détruit les Canadiennes du début à la fin. Ça a fini 5-0. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi serré. Puis malheureusement, les Américaines qui l'emportent aussi. Megan Keller qui marque le but en prolongation après avoir totalement conné Claire Thompson. Ouais, C'est quand même assez c'était épique. incroyable. Mais Ouais, je pense que Anne-Renée Desbiens voudrait revoir le tir, mais la fin, sûrement que ça l'a déboussolé, elle s'attendait pas à l'avoir là. Puis qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'ils ont créé l'égalité avec quoi, à peu près 2 minutes à faire, les ouais, deux minutes à faire. Américaines. Donc ça fait mal, mais comme on a pu voir, il n'y a pas eu beaucoup de buts qui sont marqués dans les finales. Effectivement. Donc ça a été des matchs très très forts, disputés des gardiennes de but et des gardiens de but. Ouais. Donc là, les États-Unis, c'est eux qui sont champions féminins et masculins. Donc là, il y a du monde qui commence à dire est-ce que les États-Unis ils ont dépassé le Canada au hockey? Moi, je dirais que non, premièrement parce qu'au masculin, vraiment, on a dominé la partie jusqu'à Ouais. Hellebuck nous a volé. Donc s'il y avait un truc à dire, oui, côté gardien, ils nous ont 100% dépassé. Parce que Bennington, Thompson, puis c'était Kemper, ça c'est pas proche de Hellebuck, Swayman, Ottinger, Demko, Spencer Knight, puis tous les gardiens qu'ils ont. Mais sinon, les meilleurs joueurs au monde sont encore canadiens, là, McKinnon, McDavid, McCarr, tout ça. Et eux qui s'en viennent, Connor Bedard, Landon Dupont, McKenna, tout ça, c'est encore des Canadiens. Maddox Schultz, Alexis Joseph, tous les gros noms qui s'en viennent des prochains repêchages sont canadiens. Puis les jeunes joueurs de la ligue qui dominent, c'est des Canadiens. Puis 3 des 4 meilleurs pointeurs de la ligue sont canadiens et l'autre c'est un russe, donc c'est pas un américain. Mais on a perdu ce match-là. Donc c'est vraiment plus proche que dans le temps. Surtout que on a eu de la misère, comme on l'a dit, contre la Finlande, contre la République tchèque. La Suède ont failli battre les États-Unis. Donc c'est vraiment rendu très très proche entre les autres pays. Puis on peut dire que c'est négatif pour le Canada, mais moi je trouve que c'est bien parce que ça aurait pas plus été le fun si on avait gagné tous nos matchs 7-0. Donc ça fait des Ah, tournois très. Ouais, c'est sûr que ça peut être le fun, mais ça fait des matchs intéressants, disons. Là. ouais, mais actually, après, c'est notre cœur qui nous remercie pas. Là. En tout Ah cas, non, moi, 3 matchs de suite à finir par un but en fin de match, c'est sûr qu'on je va voulais exploser mourir. la patate. Là. Je voulais mourir, effectivement. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, médaillé d'or des deux côtés américains, médaille d'argent des deux côtés Canada. Médaille de bronze chez les gars, ça a été la Finlande, une victoire décisive de 6-1 en match de médaille de bronze contre la Slovaquie. Puis chez les filles, ça a été serré, mais c'est les Suisses qui l'ont emporté contre les Suédoises. Donc, quand même un gros résultat pour la Suisse. Puis ça les récompense vraiment de l'excellent tournoi qu'ils ont eu. C'est Pour surtout suivre la ce premier gardienne de match. but. Là. Ouais, ben, même les deux gardiennes de but, parce que c'était une Ouais. autre gardienne en demi-finale contre le Canada, puis elle a autant bien fait que la première, même mieux. Donc, effectivement, gros tournoi pour les Suisses. On peut passer rapidement aux autres médailles que le Canada avait eues. Lors du dernier épisode, on s'était quitté avec 11 médailles. Il y avait Courtney Sarro qui avait remporté l'argent au 1000 mètres chez les filles et Megan Oldham qui avait remporté l'or lors de l'épreuve du Big Air en ski acrobatique. On avait dit à ce moment-là, il y avait une 12e assurée avec le hockey féminin. Toutefois, on a remporté une 3e médaille d'or le lendemain. C'était l'équipe féminine au relais à la poursuite par équipe en patinage de vitesse longue piste. Donc, la même équipe qu'à Beijing, composée d'Isabelle Wideman, Ivani Blondin et Valérie Maltais. Donc, ils ont été absolument exceptionnels, cette équipe-là, en plus. Le truc qui pouvait être stressant, c'est qu'on disait, oui, mais ils départent
ils partent lentement, mais même s'ils départent lentement, après, ils montent la locomotive. C'est vraiment, ils fonctionnent plus à un rythme de style diesel, qu'on va dire. Puis ils ont vraiment été incroyables. Donc, ils défendent leur titre de Beijing. Ça, c'est super pour les derniers jeux en carrière de Ivani Blondin et de Valérie Maltais. Donc, une super belle performance de l'équipe féminine là-dessus. Sinon, au niveau du patinage de vitesse courte piste, on a gagné une autre médaille lors du relais 3000 mètres féminin. On a remporté la médaille de bronze. On était en première place. Il y a eu des problèmes au niveau des relais. Je crois que c'est Dana Eblek qui a perdu pied à partir d'un moment. Encore une chance que les Néerlandaises avaient chuté plus tôt dans la compétition. Sinon, je pense qu'on finissait hors du podium. Donc, une performance un petit peu décevante, mais au niveau des déceptions en patinage de vitesse courte piste, ça s'en vient, inquiétez-vous pas. J'avais oublié Steven Dubois qui a été champion olympique aux 500 mètres. Donc ça, encore là, on voyait plus William Danginou l'emporter. William Danginou, il a plus été un excellent wingman lors de cette compétition-là. Il a un peu fait n'importe quoi, en gros, pour profiter puis pour permettre à Steven Dubois de prendre le large. Puis ça lui a permis de remporter la médaille d'or, Steven Dubois. William Danginou qui a terminé 4e. Donc au moins, on a eu un champion olympique là. Pour parler de cette compétition-là, qu'est-ce que je trouvais incroyable, c'est qu'il y avait 5 personnes en finale. C'était 3 Néerlandais et 2 Canadiens. Oui, effectivement. Dont les 2 Néerlandais, c'était les 2 frères Van Edwoud, Mel et Jens. Donc, justement, Mel qui a fini avec la médaille d'argent et Jens avec la médaille de bronze. Donc, ça a été littéralement Steven Dubois devant les frères Van Edwoud. Donc, en tout cas, des super belles performances pour les Néerlandais et les Canadiens. Les 2 pays, les 2 meilleurs pays en patinage de vitesse tout court. C'est juste pour vous dire, les Néerlandais, leur seule médaille de tous les Jeux olympiques ont été obtenus en patinage de vitesse, longue piste et courte piste. Donc, en tant que tel, c'est pour dire. C'est en hockey féminin, on a déjà parlé. Valérie Maltais en patinage de vitesse longue piste est allée chercher une médaille de bronze aux 1500 mètres. Ça non plus, c'était vraiment pas attendu parce que Valérie Maltais, écoutez, c'était son premier podium en carrière aux 1500 mètres. Ça vient aux Jeux olympiques, donc stylé, on va dire ça comme ça. C'était vraiment pas attendu, on s'y attendait pas, on s'attendait plus à ce que la japonaise, lors de la dernière manche, va la chercher. Malheureusement, elle a perdu, pour elle en tout cas, elle a perdu du rythme en tant que tel. Elle a été beaucoup plus lente. Puis Valérie Maltais, qui a fait pas mal la course de sa vie, qui est allée chercher cette belle médaille de bronze. Donc, Valérie Maltais, pour ses derniers Jeux olympiques, il va quand même chercher une récolte de 3 médailles, une médaille d'or et 2 médailles de bronze. C'est très, très solide pour l'athlète qui est native de l'Abbé. Je répète, donc Saguenay represent. Sinon, une autre médaille de bronze qui n'était pas prévue, Brandon McKay, lors de l'épreuve du demi-lune en ski acrobatique. Lui non plus, c'était pas prévu. Il s'était qualifié premier au niveau des qualifications, mais toutefois, il avait eu 2 premières tentatives ratées. Puis lors de la 3e, il a vraiment tout mis bout à bout, va chercher sa médaille de bronze. Donc, très, 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 très cool de son côté. Puis lui, ce qui est encore plus cool, c'est que sa fiancée, Rachel Carker, elle-même allée chercher le bronze pour le Canada lors de l'épreuve du demi-lune en ski acrobatique à Beijing il y a 4 ans. Donc maintenant, le couple qui ont chacun une médaille olympique. Donc ça, c'est quand même cool. Brandon McKay qui est allé chercher la sienne. Sinon, au niveau du curling, l'équipe féminine qui s'est inclinée en demi-finale contre les Suédoises qui étaient trop fortes pour elles, mais avec une victoire dominante et très décisive en finale de médaille de bronze. Donc on est allé chercher la médaille de bronze lors de l'épreuve en curling féminin. Donc, une grosse performance pour l'équipe de Rachel Oman, qui s'est vraiment bien repris de son début de tournoi désastreux. Sinon, en passage de vitesse longue piste, une dernière médaille, Ivani Blondin, puis ses derniers Jeux olympiques, va chercher la médaille d'argent au départ groupé. Puis ce qui est impressionnant, c'est que Valérie Maltais, dans cette course-là, a terminé 5e alors qu'elle a chuté en début de course. Puis c'est pas comme on va l'attendre. Il a fallu qu'elle reparte, puis elle a fini quand même 5e. C'est quand même très, très impressionnant. Puis finalement, juste avant la médaille d'argent de l'équipe masculine au hockey, l'équipe masculine de Brad Jacobs au curling qui est allée chercher la médaille d'or. Donc, c'était la première fois que le curling masculin remportait une médaille d'or pour le Canada depuis les Jeux de Sochi 2014. Et c'était qui, le capitaine de l'équipe? Brad Jacobs, effectivement. Donc, lui, ça fait 2 médailles d'or. C'est une médaille un peu controversée, disons. Là. Non, pour elle, non, excusez. Là. Moi, les accusations de tricherie, là, ils n'ont pas triché, là, excusez. Moi, j'étais très, très d'accord avec ce que Mark Kennedy a dit, puis Brad Jacobs. Tous nos détracteurs, j'espère qu'ils vont avoir nos sourires dans leur crâne jusqu'à la fin de leur vie. Écoute, non, ils ont ultra bien joué, surtout lors du 9e bout contre les Britanniques. Ça a été absolument incroyable comme finale. Je pense que c'est la première fois que j'ai écouté un match de curling genre du début à la fin, sincèrement, là, sans faire autre chose, que j'étais pleinement investi dedans. Puis pour elle, c'était vraiment cool de voir cette équipe-là gagner la médaille d'or. Donc une 2e médaille d'or pour Brad Jacobs, comme je l'ai dit. Sinon, pour ce qui est des autres sports, ce qu'on n'a pas remporté de médaille, déjà au niveau du demi-lune, chez les filles, en ski acrobatique, on est passé très très proche, notamment Amy Fraser qui était 4e. Donc malheureusement, on n'a pas pu aller chercher de médaille, mais a fait un bon résultat. L'épreuve qui a été remportée par la Chinoise Aileen Gu, justement, qui a eu des superbes jeux, 2 médailles d'argent, 1 médaille d'or. C'est la skieuse acrobatique féminine la plus récompensée de l'histoire.
Sinon, au niveau du ski de fond, on a encore eu des super belles performances du côté des filles comme du côté des gars, notamment du côté des hommes. Antoine Cyr, qui est allé chercher une belle 11e place. Puis pourquoi on parle du ski de fond, c'est parce que le Norvégien Johannes Klæbo a eu des Jeux olympiques parfaits. Il a participé à 6 épreuves en ski de fond, 6 médailles d'or. Je pense que tu peux pas faire mieux. Est-ce que tu Puis peux ça maintenant le rentrer dans la catégorie des GOAT ou. Parce que. oui, clairement. Puis tu sais, là, en tout, il y a 13 médailles en carrière dans ces Jeux olympiques. Il a débuté à Pyeongchang, 11 médailles d'or, une d'argent, une de bronze. C'est rendu fort, là. C'est très fort dans ce résumé, là. Effectivement, c'est un des médaillés. Je pense que c'est le médaillé le plus récompensé des Jeux d'hiver de l'histoire. Puis c'est le deuxième des Jeux olympiques tout court, seulement derrière Michael Phelps, si on s'en doutait. Puis il y a encore un petit bout de chemin pour aller chercher Michael Phelps. Donc, à moins d'être performant encore à la fin trentaine, ça me surprendrait qu'il aille le chercher. Qu'il aille chercher Michael Phelps en tant que tel. Parce que, tu sais, 13, Michael Phelps, c'est genre une vingtaine au-dessus. Mais il pourrait être dans le top 3 avec Usain Bolt, Phelps, puis lui comme meilleur athlète olympique, disons. Là. Ouais, il pourrait. Mais en tout cas, ça va être à voir s'il continue en ski de fond, parce qu'il y a des petites rumeurs qui sont sorties que l'ancien cycliste norvégien Thor Hushovd, qui est présentement directeur sportif pour la UnoX Mobility, qui est une équipe World Tour de cyclisme norvégienne, il a dit ouais, on essaie de le courtiser un petit peu pour qu'il nous rejoigne. On sait que faire la transition entre le ski et le cyclisme, c'est pas impossible. Je rappelle que Primož Roglič, le Slovène, était avant de sauter en cyclisme. C'est un sauteur à ski, donc c'est vraiment pas impossible. Puis il a dit oui, Klæbo, il a vraiment une super belle approche sur le vélo. Il a vraiment l'air à l'aise. Il peut vraiment être très très bon. Fait que, il a comme évoqué ça un peu en blague, mais ça pourrait être quelque chose à surveiller d'ici là. Encore là, il n'y a rien de confirmé. Puis sinon, en tant que tel, j'essaie de penser à d'autres disciplines sportives qu'on a participé. On a vu pour la première fois des compétitions de ski alpinisme, mais quel sport bizarre, genre, sincèrement. Moi, je pensais, OK, ils vont juste monter une montagne en ski, puis après, ils redescendent. Ben non, parce qu'à un moment donné, ils montent des marches. En tout cas, c'est très, très spécial. Mais en tout cas, ça a récompensé les Espagnols. Ça a été leur seule médaille de tous les Jeux. Donc, écoute, c'est à ça. Au niveau de mes chouchous, les sports de glisse, malheureusement, on n'est pas allé chercher des gros résultats en bobsleigh. Première fois depuis 2006, justement, que le Canada ne va pas chercher au moins une médaille en bobsleigh. En tout cas, on avait une à chaque JO d'hiver depuis 2006 au moins. Puis aussi, le bobsleigh fait parler de lui lors des dernières journées de compétition, le bob à 4, parce qu'il y a eu pas un, pas deux, mais 3 accidents lors de la même séance, lors de la deuxième séance de bob à 4. C'était quand même assez impressionnant. L'équipe autrichienne, l'équipe française et l'équipe du Trinidad et Tobago. Donc, Trinidad et Tobago qui a un accident, on va pas dire que c'est très, très surprenant. C'est pas une grosse force de bobsleigh, on va se le dire. C'est pas un pays qui fait très, très froid non plus. Puis la France, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça au niveau de leur chute. Les 4 bobbers sont sortis du bob après un peu sonné, mais sinon ça allait, ils n'étaient pas blessés. Toutefois, là, pour ce qui est de la deuxième équipe autrichienne, ça a été un petit peu plus difficile. Le pilote, qui a pris énormément de temps à être extrait de son bob et qui a finalement été exporté en civière hors de la piste de bob pour une blessure au cou. Heureusement, il a été déclaré plus tard qu'il était hors de danger, mais quand même, c'était assez terrifiant à voir sur le coup. Puis le truc qui est plate en bobsleigh, c'est quand ton bob crash, il se revire de bord, c'est comme un peu impossible de l'arrêter. Parce que tu n'es plus droit, même si tu freines, ça ne sert à rien. Donc, en gros, tu dois prier pour que ça s'arrête le plus rapidement possible et essayer de protéger ta tête parce que ça se pourrait très bien que tu cognes les parois de la piste. C'est pas les pistes de bob. Ça te fait enlevé le goût de faire du skeleton, bobsleigh, tout ça ou non, tu veux quand même. Non, ça ne m'a pas enlevé le goût de l'essayer du tout. D'être sportif, peut-être. Mais juste pour dire que le virage où l'équipe française et l'équipe de Trinidad et Tobago s'est crashé, qui n'est pas le même de l'équipe d'Autriche, pourrait, à chaque fois après ces 3 crashs-là, que je regardais les compétitions de bobsleigh, j'avais souvent l'impression de voir un bob virer de bord de ce côté-là. On dirait que j'ai eu un PTSD. Parce que ce qui a été assez impressionnant, c'est que quand l'équipe française s'est crashée au virage, la run, tout de suite après, c'était Trinidad et Tobago, ils se sont crashés au même virage. Donc, c'était comme, pendant 2 runs de suite, il y a eu le crash au même endroit. J'ai comme eu un PTSD de ce virage-là, puis à chaque fois que je le voyais, j'avais comme peur qu'il y ait un accident, puis je croyais qu'il allait en avoir un. Donc, c'est ça. Mais sinon, en tant que tel, ça a été des très, très belles compétitions au niveau de ces Jeux olympiques, pour savoir pour les équipes canadiennes en tant que telles. Le truc qui est triste un peu au niveau du bob à 2 féminin, c'est que c'est la pilote la moins expérimentée qui a fini le plus haut. Bianca Ruby qui a fini 11e, sinon les 2 autres équipages ont fini dans le top 15. Puis pour ce qui est du bob à 4 masculin, les 2 équipes ont fait la finale. Donc au moins, comme la dernière fois, j'avais parlé de l'équipe masculine de bob à 2, la deuxième qui avait fini derrière
genre la Jamaïque puis Liechtenstein. Là, au moins, ce pilote-là, pour son équipage de Boba 4, il a fini devant le Liechtenstein et, Au moins. et la Jamaïque. Donc, il a fait la finale. Il a quand même trouvé le moyen de finir derrière le Brésil, mais bon, c'est On a un ça qui est ça. détail. On n'a pas le Puis droit. l'autre équipe a fini 14e, donc on a eu des meilleurs résultats, mais ça reste quand même des jeux très rough pour tous les sports de glisse au niveau du Canada. Puis sinon, donc on finit avec une récolte totale de 21 médailles, ce qui est le plus bas total pour l'équipe canadienne aux Jeux d'hiver depuis les Jeux de Salt Lake City en 2002. Donc, en tant que tel, c'était pas une très très bonne récolte, on va se le dire. Beaucoup de performances qui ont été ratées. Puis là aussi, notamment, si on prend toutes les médailles qu'on a ratées en courte piste avec Danginou ou avec les équipes de relais, on aurait pu être pas loin de 30, sincèrement. Ben, Toutes les les prévisions. prédictions, c'était comme 26-27. Puis juste dans Ginu, pour pas encore taper sur sa tête, il était supposé en gagner 4 ou 5 de ce que Ouais. je me souviens. Donc juste si t'ajoutes ceux-là, on est pas mal 25-26, on est dans les médailles qui se posaient. Effectivement. Puis au niveau du relais masculin, j'en ai oublié de parler, mais là, on a eu des erreurs, notamment au niveau des relais. On a terminé quatrième. Puis au niveau du 1500 mètres féminin en courte piste, Courtney Sarro qui chute toute seule dans un virage. Et le tour d'après, c'est une des favorites, la néerlandaise Xandra Velzebourg, qui chute au même endroit, un tour d'intervalle. Donc là, la faute, ça n'a pas été du côté des patineuses, ça a vraiment été au côté de la glace qui a été catastrophique. Un autre chapitre qu'on peut mettre dans l'histoire de ces Jeux d'hiver de Milan-Cortina avec les qualités des infrastructures qui laissaient parfois à désirer. Donc, un autre chapitre qui est ça. Puis c'est vraiment dommage qu'on ait perdu potentiellement une chance de médaille sur une erreur qui n'est même pas de la faute à Courtney Sarro. Mais bon, donc on finit avec 21 médailles. On est hors du top 5 des médaillés aussi, ce qui n'était pas notre habitude de base. Notamment depuis quelques jours, on finissait dans le top 5. Je pense depuis Vancouver ou c'est pas Turin, justement. Donc, c'est sûr que c'est rough, en espérant que ce soit mieux dans 4 ans au niveau des Alpes françaises. Puis ça, vraiment, ça remet au plein feu le débat du financement des athlètes au Canada qui laisse vraiment à désirer. Il y a quelques statistiques, je ne me souviens plus si j'en ai parlé la semaine dernière, mais qui disent que le financement des athlètes au Canada n'a pas monté depuis 2005. Donc, déjà, c'est même pas adapté au niveau de l'inflation, c'est n'importe quoi. Il y a Puis, beaucoup de fédérations qui ont plus d'argent, puis que ça devient hyper cher, puis que les athlètes doivent payer eux-mêmes pour aller à des compétitions, c'est pas normal. Si on compare avec d'autres pays. Donc, j'espère que ça va s'améliorer d'ici les on 4 pourrait prochaines peut-être prendre exemple sur la Norvège. Parce que qu'est-ce que j'ai lu Ouais. sur la Norvège? Ils ont comme une loterie spéciale olympique. C'est comme, on ferait une loterie autre que elle du l'Automax, tout ça, l'Auto-Québec. Puis, genre, 80% de cette loterie-là, les revenus iraient pour les athlètes. C'est ça qu'ils font en Norvège. Il y a un système Ouais. comme ça. Puis ça a l'air de bien fonctionner. Ils ont vraiment été très très bons, là. La délégation norvégienne, c'était 80 athlètes, puis ils ont remporté 40 médailles. Puis la délégation canadienne, c'était 200 athlètes au-dessus. Donc, c'est comme on avait la 2 ou la troisième plus grosse délégation. Donc, je peux comprendre que certaines personnes sont déçues, mais ça reste relativement une bonne récolte de médailles. On finit dans le top 10 pareil. Encore là, c'est les médailles d'or qui font défaut. Mais à regarder les performances du Canada lors des derniers Jeux olympiques, que ce soit hiver ou d'été, le C'est nombre très de médailles d'or, similaire, là. c'est pas ce qui nous reconnaît. Là. On en avait plus à Paris, à Beijing, on en avait eu 4. Donc, c'est pas. C'est similaire. Ça reste dans le même range encore, là. Ça reste similaire. Mais c'est sûr qu'on peut espérer mieux pour les prochains Jeux olympiques. Je rappelle, les prochains Jeux olympiques d'hiver, c'est dans 4 ans au niveau des Alpes françaises. On sait déjà où ce qui vont être les matchs de hockey. Ça va être dans des stades de soccer où ce que le toit va être fermé et qu'on va installer une patinoire au milieu. J'ai hâte de voir Ça que ça peut donne. marcher. C'est comme une classique hivernale avec un toit. Puis en plus, il va y avoir plus de place pour les spectateurs parce que des stades de soccer en Europe, on va se dire qu'il y a beaucoup plus de place de spectateurs qu'un aréna de hockey basic. Donc au moins, c'est ça. Puis sinon, les prochains Jeux olympiques tout court, c'est dans 2 ans à Los Angeles, les Jeux olympiques d'été, avec notamment le début d'un sport. Je pense qu'on a pas mal tout hâte de voir le début du flag football aux Jeux olympiques d'été. Ça va être là dans 2 ans. Hâte de voir. Les États-Unis. Sincèrement, s'il y a un autre pays que les États-Unis qui gagne la médaille d'or, sincèrement, je Ça va être un comprendrais. peu comme au basket où il y a la France, le Canada qui ont essayé de se démarquer, mais que c'était évident que la Dream Team américaine allait gagner. J'ai hâte de voir. Je pense que le Canada pourrait bien se faire peut-être une médaille d'argent parce qu'on a quelques joueurs dans la NFL, mais il y a de fortes chances que si on amène les joueurs de la NFL, que c'est eux qui le remportent. Là. Puis des joueurs hyper rapides, puis des gars comme Patrick Mahomes, après ça t'as Josh Allen, puis Joe Burrow, puis Ouais. Lamar comme shot QB. Non, oui. Je pense qu'ils partent avec un bout d'avance. Ouais, effectivement. Il pourrait y avoir plusieurs teams USA, puis ça ferait le podium au complet, je pense. Mais ouais, c'est ça. Peut-être que Marc-Antoine Descoings pourrait sortir de sa retraite Oh! pour aller aider Team Canada. Mais il a dit en plus, ça a l'air qu'il a dit qu'il considérerait peut-être l'idée. Donc, Ben, il pourrait parce que il a pris sa retraite parce que son corps suit plus, mais là, t'as pas de contact. ouais.
Donc, il pourrait. Effectivement. Donc, c'est ça, ça va être dans 2 ans. Ça va être au mois de juillet, mois d'août 2028. Donc, ça va être à surveiller. Puis sinon, dans quelques semaines, le 6 mars du 6 au 15, ça va être les Jeux d'hiver paralympiques. Du côté de Milano Cortina aussi. Moi, j'ai hâte de voir les performances de l'équipe de hockey luge pour voir. En gros, le hockey luge, pour vous donner une idée avec le Canada, on va détruire tout le monde. Puis quand on arrive contre les États-Unis, on se fait détruire. Genre, par exemple, je vais sortir l'exemple des Jeux paralympiques de Beijing il y a 4 ans. Les Canadiens avaient commencé leur tournoi avec une défaite de 5 ou 6-0 contre les États-Unis. Après, ils avaient joué contre les Coréens puis les Chinois. Genre, ils gagnaient 11-0. Des trucs comme ça. Puis, ils affrontaient les Américains en finale. Ils ont perdu 5-0. Donc, c'est toujours ça. Ils ont détruit plein d'autres pays lors des derniers championnats du monde de hockey luge. Puis, en finale, ils ont perdu contre les Américains 6-1. Donc, écoutez, je pense qu'on peut viser une médaille d'argent au moins en hockey luge, puis sinon, on va avoir plein d'autres chances de médailles au niveau des para-athlètes. Donc, je vais faire un petit retour lorsque la compétition va être finie. En tant que tel, on peut passer maintenant rapidement au hockey. On a eu un gros échange, on va dire, du côté de la LNH. C'est Brett Kulak qui va jouer avec l'Avalanche Colorado en retour de Samuel Girard et un choix de deuxième tour en 2028. Donc, moi, je me suis surpris. Il me semble que Brett Kulak est vraiment moins bon que Samuel Girard. Il y a plein de gens qui sont en train de dire que l'Avalanche prépare potentiellement un futur move plus gros et que c'était peut-être libéré de la main. Je sais pas si tu es d'accord avec ça en tant que tel. Ben, avec ce mouvement-là, ils sont maintenant à 8,7 millions de dollars sous la masse. Et je te laisse faire un guess que son contrat, c'est 8,7 millions. Là. Il y a plein de conspiration qui commence à se lancer sur Sidney Crosby. Si jamais les Pingouins sortent des playoffs, qui est retourné avec son meilleur ami McKinnon. J'arrête pas de voir des pauses vu que c'est 8,7 millions. Mais aussi, juste en gros, de ce que j'ai vu, Colorado cherche un attaquant top 6. Et Samuel Girard avait un gros contrat et c'était pas sa meilleure saison. Aussi, c'est un défenseur quand même offensif relativement, mais il avait seulement 12 points. Brett Kulak est plus défensif, il coûte moins cher. Donc en plus, si c'est pour juste la troisième paire, parce qu'on le sait, leur top 4 est déjà très très rempli. Donc je pense qu'ils ont fait ça, puis ils vont sûrement aller préparer un autre move. En même temps, ils ont plus tant de jeunes joueurs, plus tant de choix. Ils ont déjà échangé pour plusieurs gros morceaux dans le passé. Et aussi, il faut juste donner un gros main d'applaudissement à Carl Dubus. Il a parti de Tristan Jarry, qui a passé au balotage l'année passée que personne ne voulait. Il a connu un bon début de saison. Il a réussi à l'échanger contre Stuart Skinner, qui connaît des matchs incroyables depuis qu'il est avec les Penguins, surtout en 2026. Brett Kulak qui a finalement échangé pour Girard. Donc, il est maintenant avec Stuart Skinner, Samuel Girard et 2 choix de deuxième tour pour Tristan Jarry qui avait passé au balotage l'année passée. Là. Ça, faut lui donner là, vraiment bravo. Puis en plus, son équipe est encore dans une place en série présentement. Là, c'est à voir si ça va rester. Depuis le début de la saison, je pense que ça va pas rester, mais à date, ça tient. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec eux. Mais ça pourrait être une dernière petite run pour Sidney Crosby. Puis avec des moves comme ça, où tu vas chercher Girard qui est un peu plus jeune, tu vas un Stuart Skinner qui est plus jeune que Jarry, peut-être que ça va être un reset sur le fly, un retool, comme on dit, à place d'être une reconstruction. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les Pingouins. Et sinon, le hockey va recommencer demain, mercredi, dans la LNH. Pour les Canadiens, ça va être jeudi contre les Islanders. Donc, après la pause olympique, les joueurs de la nationale sont de retour avec leurs équipes. Ouais, par contre, il va falloir voir si la blessure de Sidney Crosby qui a subi aux Olympiques n'est pas trop grave. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé tantôt. Mais le Canada qui a dû faire sans les services de Sidney Oui. Crosby pour une grosse partie du match de quart de finale, plus les demi, plus la finale. Donc peut-être que ça aurait joué quelque chose dans le résultat final. Moi, je pense que oui, ça aurait pu jouer Surtout, quand même. on sait comment il est clutch, c'est un moment important. On se rappelle toujours Là, on peut plus dire le Golden Goal, parce que maintenant, il y en a plus juste un, mais le Golden Goal de Non, 2010. ça reste le vrai Golden Goal. Ouais, mais si ça avait été nous qui avions scoré, là, t'aurais-tu dit que... Ça aurait été le OG Golden Goal. Puis là, je me suis calmé. J'ai pas mis mon chandail de Jack Hughes. Comme vous le savez, j'ai déjà porté dans quelques épisodes. Je me suis gardé une petite gêne. Parce que c'est lui qui a marqué le nouveau Golden Goal. Puis en plus de ça, il n'y a plus de dents en avant. Parce que... Mais lui, il doit vivre sa meilleure vie en ce moment. Il a marqué le Golden Goal. Puis sûrement après, il est retourné chez eux. Puis il y avait Tate McHugh qui l'attendait. Donc lui, il peut pas être plus heureux que ça. Pendant que nous, on pleure en boule parce qu'on a perdu. Puis on a perdu notre Tate McHugh qui est maintenant fan des États-Unis. Sans commentaire? Effectivement. Mais là, au moins, est-ce que Sache. Bah,
Ok, ouais, je suis d'accord. Mais maintenant, on sait que Jack Hughes, il rit à des blagues misogynes. Donc, écoute. Oui, mais en même temps, là, si tu riais pas, j'ai l'impression que peut-être il va arriver quelque chose de pas bien à ta famille, là, je sais pas trop, là. Ah, ben, c'est ça. Ça, c'est un gros problème des les États-Unis d'Amérique, Ouais, bien puis on sûr. pourrait parler rapidement que les femmes ils ont décidé de pas aller à la Maison Blanche. Très bonne décision, très bonne Surtout décision. après s'être fait niaiser par Donald Ouais. Trump puis tout ça. Puis là, les gars sont allés, mais il y en a 5 qui sont pas allés, dont 3 que bizarrement ils viennent de l'État du Minnesota. Ouais, c'est surprenant. Mais en même temps, j'ai vu aussi des commentaires qu'il y en a qui jouaient demain, peut-être que c'est ça, mais en même temps, à la Maison Blanche, c'est pas très épuisant, là, donc je suis pas trop sûr que Non. c'est ça la réponse, mais ouais, donc les gars sont allés à la Maison Blanche Ben, et ouais. je savais pas ce que tu veux dire par épuisant. Si tu veux dire épuisant par le fait d'endurer les mots d'un gros épais pendant plusieurs heures, oui, ça peut être épuisant mentalement, mais sinon, ouais, c'est vrai. En tant que tel, puis sinon, tu parles du retour des Canadiens jeudi. Je vais en parler parce que jeudi, ça tombe au 26 février, c'est la soirée québécoise, en gros, au Centre Bell. Puis, il y a un truc qui est comme sorti hier sur le compte Instagram des Canadiens que, Ouais. sincèrement, on l'avait tout pas vu, là. Genre, pour vrai, ils l'ont fait en collaboration avec le compte officiel Instagram de Gilles Villeneuve. Donc, vous savez, Gilles Villeneuve, ancien pilote de F1 québécois ultra célèbre. Puis, en gros, il dit oui, en 1978, Gilles Villeneuve qui avait gagné sa première course au Grand Prix du Canada à Montréal. Les Canadiens, les années 70, à la fin, j'ai pas besoin de dire qu'ils étaient très, très bons. Je rappelle, ils avaient gagné 4 Coupes Stanley Ouais. consécutives entre 76 et 79. Donc, c'était les très, très belles années des Canadiens. Puis on dit, oui, la ville de Montréal se démarquait vraiment. Est-ce que vous voyez le point commun, le fil conducteur? Puis là, il avait mis la date du 26 février. Donc, moi, j'ai vu ça ce midi, j'ai bugué. J'ai comme, hein? Mais en Fait que là, plus, dans un des slides, ils ont comme parlé du ciel, de je sais pas trop. C'était un peu louche. Donc là, on se demande c'est quoi qui va arriver, là. ouais, moi, personnellement, puis je pense que tu partages un peu mon opinion, est-ce que ça se pourrait que les Canadiens annonceraient un futur match à l'extérieur sur l'île Notre-Dame? Je pense que ça. Il y avait déjà eu des rumeurs il y a quelques Ouais, mois, donc ça m'étonnerait pas. Mais en même temps, on a déjà eu un match annoncé contre Winnipeg à l'extérieur. Donc ça ouais, serait bien deux sûr, matchs contre les collés ou gens. peut-être que c'est un match vraiment plus loin. Je sais pas trop, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi, là. Ben écoute, peut-être, moi je penserais peut-être une classique hivernale, mais en 2028. Celle Peut-être. de 2027, on sait que c'est Colorado puis Utah. Mais en même temps, ça serait bizarre de l'annoncer aussitôt. Mais je pense que ça pourrait être pas pire. Puis en 2028, ça coïnciderait avec le 50e anniversaire de la première victoire de G29 justement au Canada. Ouais, ça fit très très Moins bien que ce pour eux. soit une classique héritage en 2028, mais là, ça serait dans 3 saisons. Je ne vois pas pourquoi il l'annoncerait aussitôt. Mais en tout cas, moi, je pense que ça pourrait vraiment être cool. Enfin, c'est genre qu'il y aurait un match extérieur à Montréal. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de match extérieur là-bas. Donc, enfin, ça pourrait être une belle opportunité. Donc, ça va être à surveiller. Je suppose qu'on va avoir la réponse dans 2 jours, le 26 février. Mais c'est ça, ça. Puis j'ai vu vraiment personne en a parlé de ça parce que, tu sais, la publication a été publiée conjointement sur le compte de Gilles Villeneuve et les Canadiens de Montréal. Puis ça avait seulement accumulé 500 likes. Donc, tu sais, Ouais, ça avait vraiment passé parce que moi je travaille dans vraiment. un média de sport, puis quand tu me l'as envoyé, je l'ai annoncé aux gens, là, le monde ne le savait pas, là. C'est ça, ça comme. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Puis, tu sais, si c'était une rumeur bizarre, ok. Mais, tu sais, Là, c'était c'est le vraiment compte réalisé officiel, là. conjointement par le compte de Juveneuve puis le compte officiel des Canadiens de Montréal, le vrai. Donc, tu sais, c'est comme. Il me semble que c'est un gros indice. Mais je sais pas. Peut-être c'est juste peut-être une célébration pour la fête, pour la soirée québécoise, parce qu'on l'a vu sur leur story, puis comme les petits stickers qu'ils ont mis dans leur story, il y avait le casque de Gilles Villeneuve. Donc, Ah, mais ça serait vraiment décevant si c'est juste ça, ouais, là. ce serait, ouais, effectivement. Donc, bon, on peut s'attendre à un truc gros au ski des Canadiens de Montréal puis de Gilles Villeneuve dans les prochains jours. À moins que c'est pour nous annoncer que Juraj Slavkovski fait un caméo dans le prochain film sur le biopic de Gilles Villeneuve. Mais c'est ça, ce serait très décevant aussi. Mais en tout cas, on peut s'attendre à tout. Puis c'est pas mal tout au niveau du hockey. On peut passer rapidement à la F1. On a parlé de Gilles Villeneuve. C'était la deuxième séance de test de pré-saison qui se déroulait du 18 au 20 février dernier. Toujours du côté du circuit de Bahreïn. Puis présentement, on peut pas vraiment dire c'est qui va être le plus performant. Toutefois, comme on a dit la Il semaine y a dernière, deux ça va être écuries, encore là. les usual suspects. Ça va jouer Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren. Puis, tu sais, il y a peut-être plus de gens qui vont dire Mercedes, Ferrari. Ouais. Ça a plus l'air de jouer entre ces deux-là pour l'instant, mais encore là. Il est C'est très, encore très les tôt. quatre gros, là. Il n'y a Ouais. pas une course de fête. McLaren et Red Bull vont être encore dans le coup.
ou du moins McLaren et Max Verstappen. C'est ça que j'allais dire, ouais. C'est ça. Je veux pas faut pas avoir de faux espoirs avec Isaac Hadjar. Désolé pour les fans d'Hadjar. Mais ouais, c'est ça, dans la deuxième Red Bull. Mais tiens, écoute, la saison n'a pas commencé. On connaît Ferrari comment ils sont capables de pas clutch. Ça fait mal. Donc, de ce qu'on a vu, c'est les seuls qui ont vraiment bien compris, surtout les départs, là. Ils ont bien compris les départs en tant que tels. Puis aussi, ils ont eu une espèce d'innovation spéciale. L'aileron arrière qui se retourne. Ça, j'étais comme... What? Puis en gros, ça permettrait d'augmenter la vitesse de pointe en ligne droite. Donc ça, j'étais comme... Wow! Ferrari, quel beau coup qu'ils nous ont fait au niveau de l'aérodynamisme. Maintenant, on va voir si ça marche pour de vrai en week-end de course. Mais sinon, très belle innovation. Pour ce qui est des autres performances des voitures, ça va être un petit peu plus serré. Toutefois, on reste pas mal sur le coup qu'Aston Martin, pour l'instant, les gens la voient comme la pire équipe. Je rappelle qu'il y a 3 ans, ça jouait des podiums fréquemment avec Alonso. Là, ça va être présentement, on les voit comme les Alpines. Genre, mais en plus, ils sont allés chercher Nui, tout ça, puis... J'ai vraiment l'impression que c'est à cause du moteur qui a l'air vraiment affreux, là, le Honda, là. Mais c'est pas la première fois que Newey fait des concepts que ça marche pas. En 2003, lorsqu'il était chez McLaren, il avait fait une voiture qui était tellement fragile qu'elle avait raté le crash test à plusieurs reprises. Donc McLaren avait dû faire toute la saison avec leur voiture de l'année dernière, genre qu'ils l'avaient modifié un peu. Puis le pire dans tout ça, c'est que Raikkonen avait quand même passé à 2 points d'être champion. Donc imagine s'il y avait eu chez lui une voiture... Non, mais sûrement que Newey, j'ai l'impression que lui, il va pour le coup de circuit, là. Il va pas pour des... Ouais. C'est soit l'auto est complètement nul à chier ou tu gagnes 8 championnats du monde. Effectivement. Donc ça va être à surveiller. Mais si ça tombe sur la dernière saison d'Alonso, c'est très décevant pour lui. Probablement qu'il n'y aura jamais de 33e victoire. Puis sinon, au niveau de la F1, ce qui va être à surveiller cette semaine, c'est la sortie de la prochaine saison, la nouvelle saison de Drive to Survive sur Netflix. Est-ce que je vais l'écouter? Non. Non, mais à risque d'être bonne. Il y a quand même eu pas mal de drama cette année. Ouais, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que Netflix vont trouver le moyen d'inventer du drama en plus. C'est ça que j'ai. Non, moi, personnellement, ils n'auront jamais mon visionnage. C'est cool pour les nouveaux fans. C'est ça, en même temps, c'est pas pour nous, c'est pour les nouveaux fans, pour les faire découvrir la F1. Si t'écoutes ça, puis là t'es intéressé, puis là tu viens écouter la F1, là c'est le fun. Mais c'est vrai que c'est pas pour les grands passionnés vraiment qui connaissent ça exactement. Et pour en parler plus de F1, la semaine prochaine, on va faire un preview pour la saison, nos prédictions, tout ça, quand on va être vraiment très très proche du début de l'année. Donc c'est là qu'on va vous en parler plus précisément. Que le premier Grand Prix n'est pas cette fin de semaine qui s'en vient, mais l'autre d'après. Donc, ça reste quand même très, très... en peu de temps. C'est la fin de semaine du 6 au 8 mars. Toutefois, le Grand Prix d'Australie va débuter à 23h, heure de l'Est, le 7 mars. Donc, inquiétez-vous pas, ça ne va pas commencer à 23h le 8. Là. Ça va être à 23h le 7 comme l'année dernière parce que c'est en Australie. Donc, il y a un bon décalage horaire. Puis, on risque d'avoir un invité pour le petit épisode de la semaine prochaine. Donc, ça va être à surveiller. Du côté de la F1, puis finalement, on a quelques petites nouvelles du côté de la NFL, des mouvements qui pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois en attendant le repêchage. Pour ce qui est du repêchage, on attend toujours que c'est Fernando Mendoza qui soit repêché premier. Sinon, tout d'abord, il y a 2 actualités qui sont liées aux Falcons d'Atlanta. Tout d'abord, il voudrait garder Kyle Pitts à long terme, donc pas question de le laisser partir. Il voudrait le signer à long terme en tant que tel. Il a vraiment bien joué cette année. Là. Les autres années, il était plus rendu un meme que d'autres choses, mais là, il a vraiment très très bien joué cette année. Donc, je pense que ce serait une bonne idée de le garder. Et sinon, comme tu allais dire, une autre nouvelle de leur côté, Kurt Cousins serait libéré. Oui, effectivement, Kirk Cousins, on le rappelle, c'était le carrière substitut des Falcons dans la dernière année, dans les dernières années. Il commence à être vieux, là, ouais. Oui, mais actually, il a quand même mieux fait à certains matchs que Michael Penix. Donc, tu sais, c'est comme... C'est ça qui est rough un peu. Je pense qu'il peut encore offrir des bons services. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui étaient comme Kirk Cousins, you are a Minnesota Viking. Puis là, il était comme, en gros, qu'il retournerait au Minnesota parce qu'on sait que les Vikings... soit pour prendre la place de Nine ou aussi juste pour le mentorer parce qu'il a besoin d'être mentoré parce que, je vais te le dire, c'est pas fameux. Puis si Philip Rivers est revenu, Kurt Cousins peut faire la job, je pense, encore une couple d'années. Ah, ce cher Nine. J'espère que les fans des Vikings sont pas trop déçus. Là, j'aurais pas d'entendre aussi des rumeurs que les Vikings voudraient aller chercher un gars comme Joe Burrow. Ouais, tu sais, moi je pense que Joe Burrow il va rester à Cincinnati. Ici cette année, ça compte pas. Parce que s'il se fait pas. Si pendant la off-season, il se fait pas donner une O-line, là, à un moment donné, je pense qu'il va être tanné de se faire ramasser à chaque 2 secondes. Là.
C'est Ouais. sûr que Puis ça va aussi, nuire sa santé puis sa carrière s'il est tout le temps brisé à se faire sac 4 fois par game. Là. puis, effectivement. Puis sinon, ben, il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt l'entraîneur-chef aussi des Bengals. On se souvient que dans cette division-là, ça a été le seul à pas bouger, alors que il était en C'est eux mission qui ont des le plus Steelers. déçu. Là. Ouais, c'est ça. Mais dans les Steelers, Mike Tomlin est parti. Les Ravens, ils ont congédié John Harbaugh. Puis la quatrième équipe, c'était les Browns. Donc, tu sais, eux autres, ils ont congédié Kevin Stefanski aussi. Donc, tu sais, là, c'est le seul qui reste. Donc, lui, je pense que c'est sa dernière chance aussi. Si ça ne gagne pas, il va prendre le bas, Zach Taylor. Ben, je pense qu'il y Puis, a si... eu un petit. Il s'est pas fait congédier, parce qu'il s'est dit Joe Burrow t'es blessé une bonne partie, donc c'est pour ça que ça m'a bien été. C'est sûrement ça qui a fait avoir une année de plus, disons. Ouais, effectivement. Donc, ça va être à surveiller aussi. Mais ouais, Kirk Cousins qui pourra aller soit au Minnesota, soit peut-être à Las Vegas pour aller mentor Fernando Mendoza. Ce Ah serait ouais, pas impossible il y a non plus. beaucoup d'équipes qui cherchent des QB. Là. Ouais, ou en tout cas, qui cherche quelqu'un pour mentorer. Si jamais les Colts sont pas capables de signer Daniel Jones, peut-être que ça va être lui. Mais selon les prédictions des agents libres, le plus gros agent libre sur le marché serait un carrière, puis c'est Malik Willis, qui est avec les Packers de Green Ouais, qui Bay. a été un C'est le... backup toute l'année. Là. Ouais. Mais Donc, moi, personnellement, je suis une équipe qui a besoin d'un carrière, mais j'essaierais pas d'aller chercher Malik Willis. Moi, j'essaierais d'aller trade pour Davis Mills, le carrière substitut des Texans. On sait qu'Houston ont été 3-0 lorsque c'était lui le carrière et pas CJ Stroud. Sauf que peut-être d'avoir les performances de CJ Stroud, peut-être que les Texans ne veulent pas se départir de ouais, Mills aussi. aussi. Mais sinon, un Ça, autre ça se pourrait. carrière qui serait intéressant, c'est Mac Jones. Quand Brock Purdy Oui, n'était pas là, il a quand même bien fait. Sinon, toi-même avec ton équipe, euh, comment il s'appelle déjà lui qui a Kyler Murray. Ouais, Kyler. Non, l'autre Ah, Jacoby Brissett. Ouais, lui, il a vraiment quand même bien fait dans l'absence de Murray. Donc là aussi, ça pourrait être un gars qui pourrait être Ben, courtisé par quelques équipes si vraiment il cherche. Ben, il a été mieux que Kyler Murray, disons. Là. Kyler Murray, 2 victoires. Jacoby Brissett, une. Ouais, mais il perdait genre 72 millions à 50. Là. Ouais, effectivement. Mais moi, là, personnellement, en tant que fan des Cards, j'ai lu beaucoup de commentaires sur Reddit, puis j'étais d'accord avec ce que les gens disaient en général. Moi, en gros, moi, je trade Kyler Murray ou je m'en débarrasse, puis je garde Jacoby Brissett, on tank, puis on va draft un bon QB lors du draft de l'année prochaine, genre Arch Manning ou quelque chose, ou quelqu'un comme ça. Là. Moi, je pense que c'est plus ça que je ferais du côté des Kyler Cards. Murray, tu pourrais quand même avoir quelque chose d'intéressant. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, ben, tu sais, il y a déjà qui dit on pourrait lui donner une autre chance, mais pour elle, je pense Non, que mais si t'es genre, je fan des pense que Cards, si tu l'échanges, tu pourrais recevoir quelque chose quand même. Il est encore un peu Ouais, jeune. par contre, il coûte cher. C'est ça Ouais. le problème avec Kyler Murray. Il a été signé très très cher. Donc, ça va être à surveiller. Il y en a qui disent oh, on va peut-être lui donner une autre chance. Mais là, à un moment donné, c'est comme sa 8e année de suite qu'on dit qu'on va lui donner une dernière chance. Donc, c'est là. Quant à faire, on va tank avec Jacoby Brissett, puis on va chercher Arch Manning au draft. Là, on va tank, là, rendu là. Puis sinon, dernière nouvelle, peut-être un ancien qui fait son retour avec les Chiefs. Là, ça reste bien sûr s'il recommence à jouer à cause de sa dernière blessure. Mais Tyreek Hill, sa situation va être surveillée du côté des Chiefs de Kansas City. En tout cas, les Kansas City vont surveiller cette situation. S'il revient au jeu, on sait qu'il a été libéré par les Dolphins. Les Dolphins, justement, qui vont se débarrasser de Tua Turn the Ball Over. Donc, pardon, ça c'est son surnom. Mais Tua Tagovailoa, c'est compliqué à dire un peu. Mais ouais, en tant que tel, donc les Chiefs qui vont surveiller. On se souvient que Tyreek Hill, il a joué une partie de sa carrière avec Kansas City, puis qu'il était très performant lors notamment des premières années de Patrick Mahomes en tant que carrière. Puis on le sait, les Chiefs, ils n'ont pas les meilleurs receveurs, donc ça pourrait vraiment les aider. Ouais. Moi, j'avais dit soit Tyreek Hill, soit AJ Brown qui pourrait être intéressant avec les Chiefs. Ouais. Mais ça aussi, ça va dépendre, parce que si Mahomes n'est pas pour commencer la saison, je pense qu'ils vont laisser faire le Tyreek Hill. Là. Ça dépend combien de temps, si Mahomes ne joue pas en début de saison, combien de temps il manque. S'il manque 3-4 semaines, ok. S'il manque un match, balèque. Rendu là. Mais donc, c'est ça, ça va être à surveiller du côté de la NFL. On se souvient que la saison commence au mois de septembre, donc on a encore le temps. Ouais, vraiment. D'ici là. Le Super Bowl, c'est même pas il y a 3 semaines. Je pense qu'on se remet encore de quel match de merde qu'on a eu. Mais donc, en tout cas, ça va être ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois du côté de la NFL avec le draft qui s'en vient du côté du mois d'avril. Dans le coin du mois d'avril, je pense, dans ce coin-là. Donc, ça va être à surveiller. Puis sinon, je pense que c'est pas mal la fin pour cet épisode. Donc, j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, on va faire notre preview de la saison 2026 de Formule 1. On va parler des performances des essais hivernaux. J'aurais voulu peut-être plus me prononcer dessus, mais sincèrement, dans les dernières semaines, j'étais vraiment plus focus sur les Jeux Olympiques. Donc, sans dire que je m'en foutais des essais de pré-saison de F1, sincèrement, j'ai checké les résultats une fois ou deux, mais j'ai pas regardé plus qu'il faut. Là. Ils ont été diffusés, je m'en suis contrecarré le ciboulot.
pour dire une expression gentille. Donc, tu sais, écoute, j'ai pas vu les performances. Je pourrais pas dire c'est qui est prévu. Genre, je pourrais pas dire, par exemple, c'est qui serait best of the rest. Donc, je vais attendre de voir la performance. Ben, pas la performance, mais on va inviter quelqu'un qui a mieux suivi puis qui va mieux nous en parler en tant que tel. Si on va continuer à parler des nouvelles du hockey, de la LNH, la date limite des transactions qui va approcher dans pas long. Aussi, hâte de voir les premières performances d'Artemi Panarin avec les Kings. Ça va être intéressant à voir. Sinon, on va voir s'il y a d'autres gros échanges. Si Patrick Laine va aller jouer à une autre parc à Montréal. Aussi, il va finalement jouer après 8 mois de pratique en disant qu'il est près d'un retour, là, un moment donné, là. Effectivement. Peut-être qu'il était près d'un retour au top 1. C'est peut-être ça qu'il a dit. Ah, effectivement. Mais sinon, on va continuer à suivre aussi les situations de la NBA avec la course aux séries qui se rapproche. Les Raptors sont toujours 5e de l'Est aux dernières nouvelles. Donc, ça va bien du côté de Toronto. Puis sinon, le baseball, tranquillement, qui recommence. On a vu les premiers entraînements, le spring training qui a commencé avec notamment un premier circuit non officiel pour le joueur japonais. Je me souviens juste plus son nom. J'ai envie de dire Yamamoto, mais en même temps, c'est comme un nom de famille basic au Japon, donc tu sais, je vais pas. Mais ça ressemble à ça. Je vais t'en dire que j'ai pas non plus là sur le bout de la langue, mais ça ressemble à ça. Mais ouais, il a marqué un bon circuit. Mais on le sait, ça a été sa grande force au Japon de marquer des circuits. Effectivement. Donc ça va être à surveiller. Puis sinon, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis on va se retrouver la semaine prochaine.